Bonsoir à tous, il est 15h, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants. Inauguration de la nouvelle zone franche, c'était ce matin. Également dans l'actualité de ce 22h, la province de Dera lourdement bombardée par l'aviation russe. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par l'inauguration de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. La plus grande zone franche internationale sur le continent africain qui couvre une superficie de 48 km² pour un coût global de 3,5 milliards de nos francs a été inaugurée ce matin par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Lors d'une cérémonie, le président de la République avait à ses côtés la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, plusieurs dirigeants africains et invités. C'est la première phase de cette gigantesque infrastructure qui a été inaugurée ce matin. Cette zone franche est destinée à accueillir les marchandises en transit pour les pays de la sous-région, mais surtout à abriter des unités de la petite industrie de fabrication, de transformation de produits marchands. Elle permettra ainsi à la République de Djibouti d'amorcer son industrialisation et n'être plus un pays dont l'essentiel de ses revenus venait jusque-là de l'économie de services ou du secteur tertiaire. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle zone franche s'est déroulée en présence de nombreux dirigeants africains qui ont honoré de leur présence cet événement, lui donnant un éclat particulier. Parmi les personnalités invitées à cette cérémonie, l'on a compté la présence du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, du président du Soudan Omar Hassan al-Bashir, du président de la Somalie Mohamed Abdullah, du président de Rwanda Paul Kagame, du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, les présidents directeurs généraux ou représentants de centaines de sociétés qui comptent s'installer sur la place ont également assisté à cette cérémonie qui démontre l'importance que revêt Djibouti en tant que porte d'entrée vers les pays enclavés de la sous-région. Cette zone franche de libre-échange couvrira à terme une superficie de 4800 hectares au total. 37 pays ont été représentés à cette grandiose cérémonie et les responsables de près de 600 sociétés. Les produits marchands conçus ou fabriqués sur place ne sont plus soumis à une taxe, ils sont pour l'essentiel destinés à l'exportation. De nombreux économistes ont souligné que cette nouvelle zone franche pourra offrir 15 000 emplois directs ou indirects. Djibouti deviendra la porte d'entrée de marchandises destinées non seulement à l'Éthiopie, mais aussi au Soudan du Sud, à la Somalie et aux pays enclavés de la région tels que les Grands Lacs, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, voire au-delà. Les produits d'exportation de ces pays passeront également par les infrastructures portières de Djibouti. En plus de ces activités des stockages dans les hangars, les sites travaillera également sur la transformation dure et légère allant du simple emballage aux assemblages et des véhicules dans l'avenir sur l'hydrocarbure. Cette grande cérémonie inaugurale a permis aux organisateurs de donner un premier aperçu des sociétés qui vont œuvrer sur la nouvelle zone franche internationale à travers un bref défilé des jeunes filles portant des pancartes sur lesquelles sont inscrits les noms de ces entreprises censées s'y installer en défilé. Dama
Et le moment mémorable et fort symbolique de cette cérémonie a été marqué par la coupure du ruban marquant le lancement officiel des activités de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Cette zone franche n'est pas éloignée du port multiservice qui a été inauguré l'année dernière. À noter également que cet événement est largement couvert par la presse internationale et africaine où des accréditations ont été accordées à une cinquantaine de journalistes. Et lors d'une intervention prononcée à cette occasion, le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a détaillé les ambitions de Djibouti et le rôle que notre pays compte jouer sur le plan régional pour être un important centre commercial de logistique de transit des marchandises. Nous sommes là, a-t-il dit, pour célébrer un lieu qui sera un moteur de développement pour le pays, mais aussi pour la région. Ce lieu est une plateforme qui va diversifier notre économie et va créer des opportunités. Djibouti a toujours été un important carrefour culturel et commercial et grâce à cette nouvelle zone franche internationale, nous sommes en train de passer à la prochaine étape de notre développement national. Nous construisons un modèle global et un hub commercial. Et de très nombreuses sociétés chinoises vont opérer dans la place de cette zone franche internationale pour conforter ainsi le projet de la route de la soie du gouvernement chinois. Le vice-président de la China Merchant Group et l'ambassadeur de Chine en poste à Djibouti ont rappelé cet objectif, d'autant que l'investissement chinois en République de Djibouti a été massif. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, Djibouti a fait valoir ses atouts et a réalisé de grands progrès dans le développement économique et l'amélioration des conditions de vie du peuple. Cette nouvelle zone franche, un projet important, répond fort bien à la vision 2035 de son Excellence Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, pour positionner Djibouti comme une plaque tournante de l'économie régionale et continentale. J'espère que cette nouvelle zone franche puisse mettre en valeur l'avantage de la position géographique de Djibouti. Sur le plan national, elle permettra d'attirer l'investissement direct des entreprises étrangères, de promouvoir le développement économique, de créer des emplois et d'améliorer le bien-être de la population. Eh bien, les dirigeants africains invités à cette cérémonie n'ont pas manqué de réagir. Ils ont d'emblée félicité le chef de l'État pour sa vision et son courage à vouloir transformer et redéfinir l'économie djiboutienne. Il porte des ambitions pour notre pays. Ainsi, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, s'est déclaré fier de participer à cette cérémonie, d'autant que Djibouti et l'Éthiopie sont des partenaires indissociables dans tous les projets de développement lancés et œuvrant pour l'intégration régionale. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le Premier ministre éthiopien a d'emblée félicité le chef de l'État pour cette initiative de cette nouvelle zone franche. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le président somalien Mohamed Abdullah a félicité le président de la République Ismaël Omar Guelleh pour tous ses efforts en faveur du développement de la République de Djibouti ainsi que le reste de la région de la Corne d'Afrique. Cela témoigne, a-t-il dit, d'une politique d'être parmi les pays les plus développés de la Corne d'Afrique en matière de développement économique et commercial. Eh bien, dans son discours, le président rwandais Paul Kagame s'est déclaré content de prendre part à l'inauguration de cette nouvelle zone franche. Quant au président soudanais Hassan Omar al-Bashir, il a déclaré que cette nouvelle zone franche aura un impact positif, Inch'Allah, non seulement pour Djibouti, mais aussi pour toute la région de l'Afrique de l'Est.
Et dans son intervention, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a d'abord remercié ses hôtes d'avoir répondu présent à son invitation. Il a ensuite rappelé l'importance que revêt cette nouvelle zone franche dans la création d'emplois et promouvoir ainsi en même temps donc l'économie de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En avant-propos, je voudrais saluer et remercier les chefs d'État, mes frères présents aujourd'hui parmi nous, pour l'honneur et l'amitié qu'ils nous font d'être à nos côtés pour inaugurer la zone franche internationale de Djibouti, la plus grande zone franche d'Afrique. Loin d'être le signe d'une certaine démesure, cette particularité d'être le plus grand espace franc de commerce du continent exprime deux choses très importantes. Premièrement, c'est qu'elle reflète la volonté d'investissement de la Chine dans notre continent, c'est-à-dire énorme, et ses perspectives d'inscrire cela dans la durée. Deuxièmement, c'est une vision du développement qui met en pratique notre pays et qui se confond dans l'intégration régionale, seule construction collective porteuse de solidarité et d'efficacité. Aussi, cette zone franche se veut être un patrimoine commun au service des intérêts et du bien-être de nos peuples et de la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, la création des zones franches est un phénomène mondial dont ne peut faire abstraction tout pays engagé sérieusement dans la compétition mondiale. Le contexte de mondialisation est un défi majeur qui nous impose à réformer profondément nos économies, mais également à coordonner les actions de nos pays de façon à contribuer activement au devenir de l'économie mondiale. La zone franche internationale de Djibouti est en cela un projet phare qui culmine un nombre important de réalisations d'infrastructures qui ont vu le jour ces dernières années et qui vont dans le sens du renforcement de la place de Djibouti dans le commerce et les échanges internationaux. Les zones franches sont connus pour être des catalyseurs économiques aux retombées conséquentes. En l'occurrence, l'impact économique attendu de la zone franche internationale de Djibouti, c'est une contribution de 200 millions de dollars sur le produit intérieur brut, soit 11% du PIB dans la phase pilote d'exploitation de 2,4 km², et une montée en puissance aux horizons 2035-2040 dans sa phase d'extension qui rapportera respectivement une contribution de 2,5 milliards de dollars à 4 milliards de dollars. C'est aussi et surtout une zone d'espérance pour des milliers de jeunes demandeurs d'emploi, avec la génération dans la phase pilote de 12 000 emplois, qui pourraient atteindre à terme plus de 350 000 emplois. Les économistes sont formels. Un emploi créé dans une zone franche engendre 2 autres emplois en dehors. Maintenant, il y a lieu de mettre en œuvre les conditions de réussite et transformer cette zone en un levier efficace du développement. Notre volonté et notre action quotidienne doivent être orientées dans la mise en place d'un écosystème favorable à l'investissement et à la création de vrais projets d'exportation et nous permettre de lever tous les obstacles qui pourraient se dresser sur la voie de l'attraction et de la compétitivité du Dorale International Free Trade Zone. Cela passe par des conditions fiscales et réglementaires souples et harmonieuses, par la recherche des voies et moyens de créer des activités
externalisé appelé également outsourcing, et ce, dans le cadre de la sous-traitance internationale. Dans une dimension régionale, c'est aller vers davantage d'infrastructures régionales de transport et moins de contraintes à la libre circulation des biens et des personnes qui permettraient à nos zones franches de jouer un rôle utile d'interface entre les économies régionales et mondiales. Je vous remercie de votre attention. Et dans une interview, notre ambassadeur en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah, a rappelé l'importance que revêt cette nouvelle zone franche internationale pour Djibouti. Une cérémonie extrêmement importante où plusieurs chefs d'État ont pris part, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. C'est en l'honneur de Djibouti, bien sûr. C'est la vision du chef de l'État qui démontre, depuis qu'il est à la tête de ce pays, le développement à laquelle nous sommes arrivés et le développement que nous aspirons. Nous sommes en train de travailler sur une intégration économique africaine, ce qu'on appelle la ZLECA, signée à Kigali au mois de mars dernier. Et le président rwandais est là, ainsi que les chefs d'État de la région et le président de la Commission. Ceci démontre l'importance du rôle joué par notre pays sur le continent africain en termes de paix, mais aussi en termes de développement économique. Eh bien, hier soir, un dîner a été organisé en l'honneur de ces hôtes de marque de la République de Djibouti. Un dîner au cours duquel étaient conviés le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, le président du Soudan Omar Hassan al-Bashir, de la Somalie Mohamed Abdullah, du Rwanda Paul Kagame, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, des ambassadeurs de Chine en poste à Djibouti qui ont assisté donc à cette cérémonie. Eh bien, au cours d'un déjeuner offert par le chef de l'État, c'était donc ce midi, ces convives de marque sont tous venus pour assister à l'inauguration de cette nouvelle zone franche, une zone franche donc qui reflète la place de Djibouti sur le continent africain, qui permettra ainsi à Djibouti de devenir un hub commercial essentiel pour le développement de la région. Promouvoir le développement durable entre l'Afrique et la Chine, tel a été le thème retenu pour ce forum Djibouti-Afrique. Objectif étant de partager, mais aussi d'échanger les idées afin d'accroître les investissements, encourager les partenariats dans de nouveaux secteurs porteurs de croissance, encourager également la coproduction et l'approvisionnement industriel local, identifier les intérêts communs entre les stratégies d'investissement chinois et les priorités économiques de l'Afrique et créer ainsi un cadre financier légal qui favorisera le succès commercial et industriel. Un événement, le premier du genre, qui a regroupé donc aujourd'hui, en fin de matinée, la crème des sphères économiques, le monde de la finance et les représentants donc des banques de renommée ont été autour d'un panel de sessions de discussion sur des différentes idées autour de la promotion, du renforcement de la coopération entre l'Empire du Milieu et le continent africain. Des représentants du gouvernement de la Chine d'Afrique, des représentants d'organisations internationales, des groupes de réflexion sur le développement international, des associations, des secteurs privés, institutions financières ont pris part de très près pour suivre donc les lumières de vision des experts, en rappelant que ce forum économique et l'inauguration de la nouvelle zone franche internationale montrent une fois de plus que notre pays donc prend le leadership régional vers le développement, notant au passage que la République de Djibouti et la Chine ont pour principal objectif de construire une communauté de destin qui s'ouvre donc à un nouveau type de relations internationales afin de construire un monde ouvert et inclusif. Et à l'issue de ce forum économique, nous avons recueilli pour vous les impressions du ministre de la Défense, Ali Hassan Badon. Aujourd'hui, on voit Djibouti et on a une visibilité économique qui est exceptionnelle. Ça, c'est le forum. Et j'espère que ça permettra surtout aux entreprises djiboutiennes de faire de lobbying de partenariat
et d'être actif par rapport à ces entreprises qui sont là, de la Chine ou du reste du continent. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est l'ouverture de cette zone franche économique qui est la base du développement durable. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une zone franche qui était plutôt commerciale. Aujourd'hui, cette zone franche a beaucoup... Ça a marché, mais ça a marché, disons, avec une ambition limitée. C'était la phase expérimentale, on va dire. Aujourd'hui, nous avons l'expérience, nous avons l'expertise, aussi bien l'autorité de ports zone franche que les ports en général. Nos hommes et nos femmes sont capables de gérer avec beaucoup de performance. Nous avons les compétences nationales, donc ça va marcher, et ça a marché la première phase. Maintenant, l'ambition est plus grande, et le partenaire est plus ambitieux pour nous, et souhaite un vrai développement durable. Ce n'est pas seulement venir s'enrichir, c'est vraiment un développement durable. Donc je pense que nous avons une opportunité unique, nous avons une chance unique de développer notre pays, et nous avons, je pense que le président a donné la ligne conductrice et a mené le combat pour que ce développement démarre avec des bases très solides et très durables. Aujourd'hui, nous avons l'Afrique qui s'ouvre à nous, et c'est l'opportunité pour Djibouti d'attirer les affaires ou le business de la région sur Djibouti au lieu d'aller dans des pays beaucoup plus éloignés, beaucoup plus isolés. Et après avoir assisté à l'inauguration aujourd'hui de la nouvelle zone franche internationale, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a quitté la capitale djiboutienne à destination de son pays, donc l'Éthiopie. Eh bien, donc, le Premier ministre éthiopien a été raccompagné à l'aéroport par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed ainsi que des représentants des sociétés éthiopiennes ainsi que des ambassadeurs des personnalités civiles et militaires du pays. Autre départ, le président soudanais Omar Hassan al-Bashir est rentré chez lui donc, après avoir assisté aux côtés de ses pairs africains à l'inauguration de la nouvelle zone franche internationale, accompagné donc par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed ainsi que des personnalités civiles et militaires ont tous donc dit au revoir au président Omar Hassan al-Bashir. Et de l'impatience qui domine l'actualité internationale en Syrie, la province de Dera, lourdement bombardée par l'aviation russe. Et pour nous en parler, nous avons avec nous sur ce plateau Hussein Aoulet. Bonsoir Hussein. Qu'en est-il donc de ces bombardements qui se font en ce moment donc à Dera par l'aviation russe? Bonsoir donc Fardous, bonsoir à vous. L'armée syrienne et son allié russe ont repris donc leur bombardement intensif donc sur les villes encore détenues par les rebelles dans la province de Dera, avec plus de 600 frappes aériennes effectuées en 15 heures. Ces bombardements donc avaient baissé en intensité pendant 4 jours à l'occasion des négociations entre les rebelles et des émissaires russes en vue d'un cessez-le-feu dans la province, mais ils ont repris donc de plus belle hier après l'échec de ces pourparlers. Cela fait une quinzaine de jours que l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, mène donc l'offensive contre les zones rebelles dans la province de Dera qui fut en 2011 le berceau de la contestation contre le président Bachar al-Assad. Cette province est proche de la frontière avec la Jordanie est aujourd'hui l'un des 2 derniers bastions rebelles, donc l'autre étant une zone située dans le nord-ouest du pays autour de la province d'Idlib. Dans le nord-ouest, donc ce sont les milices kurdes soutenues par les États-Unis qui contrôlent donc une large bande des territoires. Les forces pro-gouvernementales donc
ont pris les contrôles de la ville de Saïda, située à environ 10 km donc à l'est de Dera, Antoine ainsi donc les médias officiels donc syriens. Et pour terminer, nous allons au Gabon. Le Gabon a décidé de maintenir ses soldats en Centrafrique. Effectivement, donc Fardous, le Gabon a décidé de maintenir ses 444 soldats en Centrafrique où ils participent à la mission de maintien de la paix de l'ONU dans ces pays en conflit. Le gouvernement précise qu'il s'engage par ailleurs à participer à la réorganisation de l'armée centrafricaine en matière de formation en accueillant des officiers de la dite armée dans les écoles militaires gabonaises. En mars, à la suite de problèmes d'équipement et d'abus sexuels, selon un responsable de l'ONU à l'époque, Libreville avait donc annoncé avoir décidé de retirer ses 444 soldats de la MINUSCA. Des enquêtes ont été lancées au Gabon et à l'ONU concernant les accusations contre des soldats gabonais donc d'abus sexuels ou de vente de munitions à une milice armée. Aucune n'a pour l'instant donc abouti. Présenté en Centrafrique donc depuis 2014, l'ONU peine à trouver des casques bleus à envoyer donc dans ce pays en conflit depuis donc 2013 où les violences restent quasi quotidiennes donc et où plus d'un quart de la population a dû fuir donc son domicile. Des contingents népalais donc et rwandais doivent arriver donc durant donc l'été en Centrafrique pour renforcer effectivement les 10 000 casques bleus déjà présents. Merci Hussein pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.